Every day's a new day, it's a brand new deal. Every day. Bon, on m'a confié la mission impossible qui consiste à faire une synthèse, et ça ne sera pas une synthèse, ça sera des citations, je vais reprendre dans l'ordre chronologique de la journée. Ça sera plutôt une suite de citations avec quelques passages parfois du coq à l'âne, mais voilà. En fait, j'observe globalement qu'il s'agit surtout d'interventions qui étaient soit des constats, soit des préconisations. Grosso modo, c'est un peu ce qui a marqué les différentes interventions. Dès l'ouverture, Richard Letertre a parlé d'un travail de plaidoyer. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a teinté les interventions de la journée. Plaidoyer pour les artistes en situation de handicap, bien sûr. Olivier Couder a parlé, et il en a reparlé après, parce qu'il parle beaucoup, semble-t-il, qu'il s'agissait aussi de réinventer le modèle du travail artistique en milieu protégé. Et réinventer le modèle et construire une filière. C'est aussi un élément important à signaler. Violette Vianney du ministère de la Culture nous a tout de suite précisé qu'il s'agissait d'un sujet interministériel et que la question de l'emploi était au centre. Elle a dit aussi que le ministère s'attachait à mobiliser en DRAC les conseillers création artistique et non seulement les conseillers action culturelle qui en général étaient en charge de ce sujet. Elle a dit aussi qu'on inscrivait cette question des artistes en situation de handicap dans les cahiers des charges des équipements labellisés. Ça, je pense que c'est important aussi à souligner. Et puis, elle a dit que tout ce devenir, ces transformations politiques, institutionnelles, c'était un travail sur le temps long. Donc, n'attendons pas de résultats très rapides. Ensuite, Maude Verdier a souligné que malgré une reconnaissance croissante, professionnalisation, accompagnement, diffusion restent malgré tout difficiles. Certes, on apprend surtout sur le tas en travaillant, mais les conservatoires restent des portes d'entrée importantes pour la professionnalisation. La montée en compétences étant liée à l'expérience de la scène, et celle-ci étant difficile pour les personnes en situation de handicap, il y a un nécessaire accompagnement pour casser ce cercle vicieux. La première table ronde sur formation et professionnalisation a été ouverte par l'intervention de Philippe Billot, qui nous rappelle que la situation de handicap est taboue dans les écoles de comédiens et qu'il y a donc une quasi-nécessité de la cacher. En ESAT, dit-il, je me suis senti protégé. Les personnes en situation de handicap, nous dit-il, ne sont pas dupes, elles demandent de la compétence de la part de leur encadrement. Le retour en milieu, entre guillemets, ordinaire est très positif, nous dit-il, mais le filet de protection de l'ESAT reste important. Voilà, une chose importante. Christian Burgess, de l'école de cinéma, nous dit que faire plus que déclarer que nous sommes inclusifs est la raison première pour laquelle son école de cinéma s'est intéressée à cette inclusion. Faire plus. Les personnes en situation de handicap apportent une luminosité, dit-il, qui nourrit les autres élèves, une ouverture, une spontanéité. La question financière reste un frein. Et pour le moment, ça ne se dépasse que par la bonne volonté, au risque d'une certaine logique d'assistanat.
Alexei Gazilev, de la Bulle Bleue, nous dit qu'on perd le sens du concept d'inclusion. Et que pour ce qui est de la Bulle Bleue, le travail avec l'université, le conservatoire et l'école de Saint-Étienne a permis de remédier à cette perte de sens du concept d'inclusion. Les personnes en situation de handicap ont une expertise, et cette expertise nourrit les projets et doit œuvrer à leur légitimation et briser le syndrome de l'imposteur. Il faut aussi reconnaître les compétences spécifiques des personnes en situation de handicap qui peuvent, par exemple, être dans des fonctions de formateurs. Thierry Séguin, du Centre national de création adaptée, nous dit que le médico-social a apporté un cadre d'accompagnement. Aujourd'hui, on est passé du temps des pionniers à celui d'une accélération de l'inclusion. Ça bouge, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, à commencer par l'école. Les mesures compensatoires qui permettent la professionnalisation doivent encore progresser. La collaboration Catalyse, Madeleine Loarn et l'école du TNB est par exemple riche de promesses. TNB, Théâtre National de Bretagne. Et puis, lors du débat, il a été dit qu'il est urgent de trouver de nouvelles solutions alternatives à l'ESAT à la sortie de l'IME. Car il y a une attente bien supérieure aux capacités des ESAT qui ne pourront jamais intégrer la totalité des demandes. La deuxième table ronde sur l'accompagnement a été ouverte par Pascal Parsat de Audience, qui malheureusement est parti, n'est-ce pas ? On n'a pas fait grand-chose, dit-il, depuis 2004, même si des choses se mettent en place très progressivement. Il y a un mouvement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, visible ou invisible. Les conservatoires et les écoles sont malgré tout de plus en plus inclusives. Toutes les organisations professionnelles, dit-il, cherchent à s'ouvrir. On n'est plus dans l'enthousiasme de l'exception, on en est à l'ouverture à un autre que nous-mêmes. Théo Sigogno, comédien, nous dit que le parcours de professionnalisation n'est pas forcément linéaire. Entre milieu ordinaire et ESAT, il y a des formes d'accompagnement alternatives qui s'expérimentent. Mais ce sont des arrangements de gré à gré, et il prend l'exemple de sa collaboration avec Olivier. Stephen Sunkel, d'une fondation culturelle allemande, nous dit qu'il s'est beaucoup inspiré de la Grande-Bretagne et des pays scandinaves qui ont de l'avance dans ces domaines. Il faut toujours rappeler que l'inclusion est un droit, dit-il. Les productions inclusives sont à l'avant-garde artistique et à ce titre méritent une vraie place dans les programmations. En Allemagne, la question de l'inclusion relève du niveau confédéral, alors que la culture est normalement de la compétence des Länder, ce qui révèle l'importance accordée à ce sujet. Sophie Bulbulian nous dit que pour la compagnie Decabel, il y a plus de reconnaissance à l'international qu'en France. Elle nous dit en particulier que le modèle finlandais est exemplaire dans l'accompagnement des artistes en situation de handicap. Les coûts engendrés par l'inclusion des personnes en situation de handicap sont parfois élevés et doivent trouver des réponses. Pour certaines personnes en situation de handicap, par exemple, les familles sont réticentes à la professionnalisation par peur de perdre l'allocation adulte handicapé. Il y a là aussi un travail d'information et d'accompagnement à accomplir.
Olivier Coudert, du Théâtre du Cristal, nous rappelle qu'il y a à peu près, si j'ai bien compris, 10 compagnies inclusives avec un soutien médico-social. Et que le temps est un facteur de progression artistique et que c'est important de s'inscrire dans des processus de temps long. Le modèle EASH de l'éducation nationale, nous dit-il, serait intéressant à étudier pour une application dans le milieu du spectacle. L'Agence Cristal est un modèle d'accompagnement est un modèle d'accompagnement en plus du casting, comme les AESH à l'école. C'est important que l'artiste en situation de handicap ait une compagnie de référence malgré tout. Qu'il ne soit pas juste un freelance, même s'il y a une agence. La troisième table ronde sur professionnalisation et circuit de diffusion a été ouverte par Jean-Joël Le Chapelain, et pas Jean-Noël, c'est important. Dans les années 2000, nous dit-il, il y avait peu d'intérêt pour les artistes en situation de handicap dans les établissements culturels. Sous l'impulsion des équipes artistiques, un vrai mouvement est né avec création de festivals et réflexion collective, avec, entre autres, une formation des personnels et une sensibilisation des publics. Mais l'implication du théâtre public est encore timide, à l'image de la composition de ce public. Ira Kodish, paraplégique, danseuse, chorégraphe, nous dit que les difficultés sont nombreuses et surtout au niveau du montage des productions. Angélique Bridou, comédienne, actrice de l'Agence Cristal, nous dit que tout le monde a ses difficultés. Et donc le label, si je peux dire, personne en situation de handicap ne peut pas définir une personne, qui est avant tout une personne lambda qui peut jouer n'importe quel rôle. Voilà, je pense qu'elle a insisté là-dessus. Roberta Shapiro nous dit que la reconnaissance en tant qu'artiste est une trajectoire, parfois très longue. La valeur sociale du statut d'artiste est récente, XXe siècle, pas avant. L'art brut, par exemple, n'est valorisé et reconnu que dans les années 60. La diffusion des œuvres est un marqueur de cette reconnaissance et de cette valorisation. Elle rajoute que les thèses et les publications pourraient davantage contribuer à cette reconnaissance. Lucie Châtaignier, du Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec, nous dit que présenter ses œuvres, c'est semer des graines, participer à une marche en avant. Christophe Thierry, du collectif de 20 lieux culturels dans la Seine-et-Marne, nous dit que la question de la médiation avec le public est centrale. Lui, il parle d'un certain risque dans ses programmations, pour toutes sortes de raisons. Déjà parce que ces spectacles ont très rarement l'occasion de se roder et que ça les pénalise. Mais, dit-il, avec les artistes en situation de handicap, il y a un matériau artistique, on peut dire, étonnant, et c'est une qualité qu'attend le public, l'étonnement. Johan Lavabre, théâtre du Globe, le théâtre doit être un miroir du monde, ce qui implique l'ouverture à toutes les diversités, et ça c'est essentiel, ça fait partie des devoirs du service public de la culture. Lucie Châtaignier et Christophe Thierry nous disent que c'est un éternel aller-retour entre choix et risque. Mais on ne peut plus revenir en arrière, comme pour la parité et l'ouverture aux personnes racisées. Là-dessus, Monsieur Le Chapelain craint qu'on puisse malgré tout revenir en arrière. C'est pour ça que la volonté politique
et la conscience personnelle des décideurs sont essentielles. Enfin, lors du débat, Richard Le Tertre nous rappelle que le public est un facteur déterminant du processus de légitimation de ces œuvres, confère les Jeux Olympiques et un petit truc en plus, bien évidemment. Voilà, je voulais terminer par encore une autre citation, qui est tirée d'un livre que je vous recommande, qui date de 2021, qui s'appelle « Ouvrir la scène », où il est question des figures singulières au théâtre. Et justement, dans ce livre collectif, Marie Astier écrit par rapport à l'art brut dont nous avons parlé, elle dit « Maintenant que leur place dans le monde de l'art est de fait acquise, peut-on inverser les considérations thérapeutiques et poser la question non pas de ce que l'art, et notamment le théâtre, apporte aux personnes en situation de handicap, mais ce que les personnes en situation de handicap apportent au théâtre et à ses spectateurs et spectatrices ?» Et ça me semble être une très bonne question. Et je voulais juste terminer sur une note plus personnelle, puisque depuis 25 ans et même un peu plus, j'ai travaillé sur ces sujets-là, d'une part sur le parc et la Grande Halle de la Villette, puis pendant 9 ans à la direction de cette belle maison où nous sommes. Et voilà, j'ai eu l'occasion, je ne pensais pas au début des années 2000 en programmant Pipo del Bono par exemple, ou en en programmant Emmanuel Laborie, je ne pensais pas que les choses se développeraient comme elles le sont aujourd'hui. Et finalement, j'en suis plutôt heureux, je suis plutôt de ce point de vue un peu optimiste. Même si, comme Jean-Joël, je pense que les retours en arrière sont toujours possibles. Mais voilà, et c'est comme, enfin, il me semble qu'il y a un renouvellement effectivement des esthétiques grâce à ces artistes-là, et que je pense que c'est plein d'espoir. Merci. Un bout de route ensemble, c'est un chemin, un processus. Nous avons marqué sur ce chemin-là quelques petites pierres, quelques petits cailloux. D'autres cailloux vont venir compléter celui-ci. C'est un endroit, c'est un moment, c'est l'instant T. Mais ce mouvement, cette dynamique, on la sent de plus en plus présente. Et je dirais qu'elle finit par former une forme, à donner une image qui pourrait être ce vers quoi nous tentons d'aller, qui est la reconnaissance de la professionnalisation des artistes en situation de handicap. Donc merci à vous d'avoir suivi cette journée et rendez-vous aux prochaines journées parce qu'il y en a effectivement d'autres. Et merci à tous les intervenants de la dernière table ronde d'avoir été là. Et merci beaucoup à Philippe pour cette synthèse qui n'en était pas une, mais quand même. Every day